Merci d'être venus si nombreux. Là, pour le coup, je peux quantifier que si nombreux parce que j'ai compté. Donc, vraiment, c'est un honneur pour nous de vous avoir tous ici. Vous êtes 35 pour l'information. Et donc, pour cette séance d'Asymposium, donc, pour ceux qui découvrent, vous allez très vite comprendre le principe. Conférence de vulgarisation scientifique qui vise à un petit peu essayer d'intéresser tout le monde à des sujets qui parfois peuvent être de prime abord un peu complexes ou obscurs ou abstraits. Et aujourd'hui, on a par le passé, dans les dernières séances, là c'est la 5e, par le passé on a abordé des sujets qui allaient de la physique aux maths en passant par l'histoire des sciences. Et aujourd'hui on va un petit peu élargir la focale pour s'intéresser à un objet d'étude qui est tout simplement la Terre avec nous dessus. Et on va pour cela recourir à pas mal de champs disciplinaires différents. Alors là, on va quitter le monde des sciences stricto sensu, et on va aller, des sciences dures, j'entends, et on va aller piocher aussi dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans l'économie, etc., puisqu'on va un petit peu retracer une histoire de nous, Homo sapiens, à la surface de cette bonne vieille Terre, et vous verrez pas qu'à la surface. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, quand même, il y a un point qu'il faut aborder, c'est qu'est-ce que veut dire ce foutu titre derrière moi? Parce que ça, j'ai eu pas mal de fois la question quand même. Hein. C'est avant de venir, on voudrait quand même avoir des informations, parce que là, c'est un petit peu compliqué à décoder. Bon, alors, je suis désolé de vous annoncer ça, mais la définition du titre, vous l'aurez dans 40 minutes, quoi. Hein, bon. Mais, pour que vous restiez, et pour vous donner déjà quelques friandises et quelques éléments, l'overview effect, donc au fil des âges, je pense que ça c'est clair, mais l'overview effect, ça va être le fait de prendre de la hauteur, du recul sur un objet d'étude. Hein, on appelle aussi ça en français l'effet de vue d'ensemble, donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est qu'on va essayer de sortir un petit peu la tête du guidon pour essayer de contempler les choses en prenant du recul pour adopter un nouveau point de vue. L'exemple qui nous semble ici assez opportun au vu de la situation, c'est celui de la salle de cinéma. Vous avez deux manières de regarder un film. Vous avez la position de celui qui est au premier rang, qui lui est baigné dans les effets spéciaux. Alors ce soir pas d'effets spéciaux, mis à part les petites transitions voilà, je me fais le plaisir de vous offrir entre les slides, un petit glissé, un petit tourbillon, voilà. Et ben vous avez une expérience du film où vous êtes complètement, voilà, vous êtes ébloui par la lumière, vous êtes complètement dedans, vous ressentez les émotions que vous procure le film de manière très intense. Et puis, si vous décidez de vous déplacer et de changer de position, d'aller au fond de la salle, et bien là vous aurez complètement une autre vision. Parce que là vous verrez quoi? Vous verrez tous les spectateurs devant vous qui justement ressentent ces émotions. Vous allez peut-être être moins ébloui par les effets spéciaux, etc. Et vous aurez peut-être plus de propension à prêter attention à la succession des plans, la manière dont c'est filmé, comment le réalisateur nous amène à ressentir telle ou telle émotion et tout ça. Et donc l'expérience que vous allez vivre est radicalement différente. Et vous allez voir que ce soir, c'est à ça qu'on va s'intéresser, et on va s'intéresser au fait de dézoomer. D'accord? Et pour dézoomer, on va suivre un fil rouge, et le fil rouge qu'on va suivre, c'est celui de l'histoire globale. Alors l'histoire globale, ça peut se définir assez simplement, donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est le fait d'étudier l'histoire des hommes et de la Terre en général, bon, comme l'histoire classique le fait, mais dans l'histoire globale, on va prendre du recul et on va sortir de toutes les notions du roman national, ou au contraire, le contraire du roman national. Enfin voilà, on va essayer de s'affranchir du point de vue de chacun des pays et chacune des cultures pour avoir vraiment une histoire de l'espèce humaine à la surface de la Terre. Et c'est ça que nous enseigne l'histoire globale, et donc vous vous doutez bien que si on fait l'histoire de l'espèce humaine à la surface de la Terre, il va falloir avoir recours à des sciences humaines comme des sciences dures, puisqu'on va s'intéresser aux deux protagonistes que sont l'homme et son environnement. Parce que l'homme étant par définition une espèce qui se distingue par sa capacité d'adaptation à son environnement, on va voir que l'histoire globale est intimement liée. Quand on s'intéresse à l'homme, on s'intéresse nécessairement à son environnement qui lui permet derrière d'évoluer. Et cette histoire globale, donc, elle fait appel, comme je l'ai dit en introduction, à pas mal de disciplines différentes. Et on peut la diviser, et vous allez voir que c'est le fil rouge et le canevas qu'on va suivre pour la suite, en 4 grandes périodes. La première, c'est le néolithique. La deuxième, c'est l'époque des empires. La troisième, c'est la modernité. Et la quatrième, ce sera la grande accélération. Et donc, on va commencer du tout départ. Tout départ, le point de départ, le commencement du préambule de l'espèce humaine, qui est, pardon, j'ai manqué une slide, qui est la grotte. Voilà. La grotte, là où tout a commencé. Alors, je dis là où tout a commencé parce que il y a 300 000 ans, Homo sapiens donc, était dans l'époque qu'on appelle le paléolithique, et donc sa vie consistait globalement à être dans une grotte, mais avant
de parler de ça, je vais quand même faire une petite mise au point parce que j'ai dit qu'il y avait deux protagonistes, l'homme et l'environnement, donc la planète Terre, et il se trouve que l'histoire de la planète Terre avait commencé quand même sacrément avant. Et ce sacrément-là, bon, je vais essayer de le quantifier, et pour mieux comprendre, on va utiliser ce qu'on appelle le calendrier cosmique de Carl Sagan. Alors, ce calendrier cosmique-là, qu'est-ce qu'il fait? Il part du principe que vous allez ramener l'histoire de l'univers sur un an. Ok? Et donc, vous allez vous dire que le Big Bang a lieu le 1er janvier de votre année, et ensuite, vous déroulez le fil. Et je vous annonce que si vous faites ça, eh ben, l'apparition de la formation de la Terre et de la vie sur Terre se passe au courant du mois de septembre. La vie apparaît le 22 septembre. Donc il y a déjà toute une période entre janvier et septembre où la vie telle qu'on la connaît n'existe pas. Et Homo sapiens, je vous le donne en mille, il apparaît le 31 décembre à 23h52. Ok? Donc nous, on va se concentrer sur les 8 dernières minutes de l'année, mais il faut quand même avoir conscience que voilà, le point de départ du deuxième protagoniste, qui est la planète Terre, est quand même bien avant celui de nous, l'espèce humaine. Okay, donc c'est juste pour avoir ces ordres de grandeur à l'esprit. Peut-être qu'un jour on fera une séance justement sur tout ce qui s'est passé juste après le Big Bang. Et là on s'intéressera à tout le reste de l'année jusqu'au 31 décembre 23h52. Mais là on va se concentrer sur les 8 dernières minutes. Alors donc je disais que effectivement au Paléolithique, la vision, la conception, la relation que l'être humain a à son environnement, c'est une relation essentiellement d'un extérieur hostile. Dont il va échapper le plus possible, il va prélever les ressources qui sont nécessaires pour sa survie et vite se replier dans sa grotte parce que la nature est hostile. Et ça va drastiquement changer quand il va y avoir, à 11 700 ans avant Jésus-Christ, il va y avoir l'apparition de l'agriculture. Et avec elle, le début du néolithique. Et là, non seulement l'agriculture marque un changement profond, mais l'homme va passer dans une toute autre conception et une toute autre relation à son environnement. En quoi ça consiste concrètement l'invention de l'agriculture? C'est qu'on partait donc d'un mode où on chassait, je sais pas moi, le mammouth. Alors le mammouth, oui, pour l'anecdote, il était assez peu chassé en fait. On a l'impression que, voilà, on a des images en tête. En fait, souvent le mammouth, c'était beaucoup plus des charognes de mammouth qui avaient déjà été tués pour des raisons naturelles et qui étaient récupérés. Et donc l'homme se rabattait sur des bêtes beaucoup plus petites et raisonnables pour ses capacités physiques. Et donc au néolithique, il va se dire, mais en fait il en a marre de vivre reclus dans sa grotte à aller chasser le tigre à dents de sabre. Ouais, mes références sont de l'âge de glace, en gros. Et il va se dire, si je plantais des céréales, ce serait quand même beaucoup plus simple. Alors bon, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça correspond aussi à une période où il y avait des glaciations, donc le climat n'était pas très stable. Et au moment où le climat justement se stabilise, paf, l'homme va justement décider de recourir à cette agriculture. Et cette agriculture, en fait, c'est le point de départ de tout et de nos civilisations d'aujourd'hui. Parce que la préoccupation principale de l'homme, c'est sa survie. Et donc c'est la calorie, en fait. C'est la quête de l'alimentation pour pouvoir survivre jusqu'à demain. Et là, en fait, on sort d'un mode de pensée où ce qui nous intéressait, c'était l'échéance, c'était le soir pour avoir suffisamment de calories pour arriver à demain. Et là, on arrive sur un mode qui est l'agriculture, où on peut prédire quand c'est qu'on aura des calories à disposition. Et donc, on peut utiliser son espace mental pour faire autre chose. Et en plus, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis les premières formes de hiérarchie. Parce que, historiquement, les premiers qui sont devenus chefs de tribus, villages, etc., c'est celui qui disait quand c'est qu'on allait récolter. Et c'est justement par ce climat stable que l'homme pouvait se dire, par exemple, je sais que le blé, tous les ans, à la fin du printemps, paf, je vais récolter mon blé et j'aurai de la calorie derrière pour survivre et il faut que je stocke jusqu'à l'année suivante. Et la personne qui disait, là c'est parti, on récolte, celle-là émergeait en tant que chef et c'est comme ça qu'on a pu avoir les premières formes de hiérarchie. Et ce que je disais, c'est que la conception et la relation de l'homme à l'environnement changent. On passe d'une relation à l'environnement où c'est un extérieur hostile dans lequel on a envie de passer le minimum de temps à un monde à découvrir et à explorer, où on se dit, en fait, le monde, il est infini, parce que, faut s'imaginer, quand vous êtes dans un village au néolithique, petite photo du croissant fertile, premier dézoom, ce dézoom-là, les populations locales, ils n'y avaient pas accès, à l'époque, bien sûr. Et donc, les populations locales, ce qu'elles voyaient, c'est quoi? C'est que je suis dans un village au milieu d'un monde qui paraît infini, et donc l'enjeu, ça devient non plus échapper à l'hostilité du monde extérieur et traquer la calorie pour aller jusqu'à demain, mais ça devient
posséder des terres pour produire et pour accumuler. Okay, ça va être hyper important pour la suite. Posséder, produire, accumuler. Ça devient la conception de la relation de l'homme à l'environnement, se base là-dessus. Et tout ça dans un environnement qui lui paraît infini et qu'il considère infini. Ça, c'est la relation à l'environnement qui a été posée au néolithique. Okay, gardez ça en tête pour la suite. Et puis, un jour, bah voilà, premier dézoom, première prise de hauteur. Vous êtes à Reims, vous commencez avec vos copains à mettre en place un système d'agriculture et tout ça. Donc vous arrivez à créer un petit village, une petite tribu, etc. Et puis un jour, il y en a un qui a l'idée d'aller au Pic de Pan et qui remarque qu'à Estaing, de l'autre côté, ils font la même chose. Donc en fait, on n'est pas dans un monde infini où il y a juste notre tribu au centre du monde, mais il y a d'autres tribus dans les vallées d'à côté, etc. Et c'est là que commence en fait, une première prise de hauteur qui mène derrière à la deuxième grande période, qui est l'âge des empires, avec le passage à l'âge de bronze. L'âge de bronze, qu'est-ce que ça va être? Ça va être justement les villages et les communautés qui vont se rendre compte qu'ils ont accès à des ressources différentes en fonction de l'endroit où ils vivent. Et donc, il va y avoir le phénomène d'échange qui va commencer. L'âge de bronze, ça commence à peu près moins 2700, donc 2700 avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est très variable suivant les régions du monde, parce que typiquement le bronze, donc, qui est le fait c'est un alliage de cuivre et d'étain, il n'est pas aussi accessible à certaines régions qu'à d'autres. Et donc l'âge de bronze, c'est le terme qu'on a défini de manière générale comme étant le début de cette période, mais c'est assez échelonné en fonction des années. Et donc c'est là qu'on va avoir l'apparition de la monnaie, avec ces phénomènes d'échange qui vont commencer à avoir lieu. Mais à l'âge de bronze, ça reste quand même assez anarchique, parce qu'en fait, si vous voulez, les empires et les structures, les tribus, les villages, vous appelez comme vous voulez, les communautés ne sont pas suffisamment structurées pour être pérennes. Et ce n'est qu'après, à l'âge de fer, donc fusion du fer, l'homme apprend à fondre le fer à peu près 12 000 ans avant Jésus-Christ, et c'est là que ce qui va se passer, c'est que les relations entre les empires vont commencer à devenir de plus en plus structurées, et il va y avoir des empires qui sont pérennes. Et comment ces empires vont être pérennes? Il y a plusieurs ingrédients à ça. Il va y avoir les empires universels, c'est-à-dire qu'en gros les élites d'un empire vont aller parler aux élites d'un autre empire, et donc les élites vont ensemble dire « ouais mais en fait on a tout intérêt à ce que nos deux empires y perdurent, parce que sinon il va y avoir révolution et nous on retombe en bas de l'échelle ». Et donc on va commencer à avoir comme ça des relations entre élites qui vont permettre de faire perdurer les empires. Le deuxième instrument, c'est la monnaie, et ensuite le troisième ingrédient clé, c'est les religions. Les religions qui permettent de fédérer les communautés autour d'une morale. Et ensuite, ce qui va se passer, donc voilà, ça c'est pour juste les religions qui sont les grandes religions, donc à l'époque les religions païennes, puis ensuite les trois grandes religions monothéistes, qui en fait sont toutes basées sur le principe du ne fais pas à ton voisin ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En gros, c'est ça qui permet de commencer à faire cohabiter les gens quand ils sont dans des villes ou des communautés qui commencent à être densément peuplées. Parce que quand vous avez beaucoup de gens qui vivent au même endroit, c'est là où la nécessité d'une morale apparaît. Et il y a un autre truc qui apparaît, quand vous avez donc les premières villes qui apparaissent, vous avez les premières épidémies. Parce qu'en fait, les épidémies, elles obéissent à des lois mathématiques qui sont très rigoureuses. Et typiquement, par exemple, la rougeole ne peut pas se développer si vous avez une population de moins de 500 000 personnes au même endroit. Et donc, en fait, la rougeole va tout d'un coup apparaître dans l'histoire, parce que tout d'un coup, on va avoir les premières villes qui sont au-dessus de 500 000 personnes. Et ça va être autour du 1er siècle. Et pour vous faire un ordre d'idée, au 1er siècle, il y a eu sur la Terre qu'on appelait un grand recensement, où en fait l'Empire romain a mené ce grand recensement pour savoir combien de personnes il y avait dans l'Empire. Et il se trouve que les Chinois ont fait à peu près pareil au même moment, et donc on sait à peu près que sur Terre, au 1er siècle, on était 240 millions. Ok. Bon, on était 240 millions, et à ce moment-là, alors, petite parenthèse juste pour dire que ce que je dis sur les maladies, et notamment sur la rougeole, ça, c'est pas valable partout dans le monde au même niveau. C'est-à-dire qu'en Europe, effectivement, il y a pas mal ces pathogènes-là qui vont justement commencer à affecter le développement des villes. Par contre, vous avez les premiers Homo sapiens qui sont arrivés en Amérique, qui sont passés par le détroit de Bering, entre la Sibérie et l'Alaska. Là, la photo, c'est les îles Diomède qui sont au milieu du passage entre Sibérie et Alaska. Et en fait, donc voilà, petit dézoom pour vous montrer que ici, il y avait une calotte glaciaire qui a permis donc aux Homo sapiens d'aller coloniser l'Amérique. Et comme il faisait très froid au niveau de ce passage, il y a eu stérilisation. Donc ils n'ont pas emporté de pathogènes avec eux. Je pose ça là, ça servira pour la suite.
Et ensuite, bah voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué ce schéma-là de civilisation qui se créait et puis qui commençait à donc aller chercher les ressources à droite à gauche. Si elles n'avaient pas suffisamment de ressources chez elles, bah on allait prendre chez le voisin ce qu'on pouvait. Et puis, quand on arrivait au stade un peu critique où on n'a plus suffisamment de ressources sur notre territoire, bah là, on commence à se battre pour avoir les ressources. La civilisation s'effondre et une autre renaît par-dessus. L'âge de bronze, c'est que ça. Ça va être que ça. Des empires qui se créent, qui s'effondrent, etc. Et au Moyen-Âge, bah, en Europe, on va continuer. On va continuer sur ce schéma-là, où on va avoir bah, des suzerains qui vont avoir voilà, leur comté, leurs empires, etc. Et puis on va aller chercher bah, à se battre pour récupérer les terres des autres, parce que la terre, c'est la calorie depuis le néolithique et l'apparition de l'agriculture. Et donc, on a absolument besoin d'en posséder le plus possible. Et donc, grosso modo, ben, on va se taper dessus avec ben, voilà, des communautés qui vont émerger, être détruites, etc. Toujours en faisant face à un moment donné à une limite écologique. Et d'ailleurs, le Moyen-Âge connaît un maximum de déforestation assez saisissant. Hein. On imagine parfois le Moyen-Âge qui succède à la Gaule chevelue que décrivait Jules César, comme voilà, une période où finalement la nature est tranquille parce que l'être humain a peu d'impact. En réalité, c'est faux. Hein. L'exploitation du bois au Moyen-Âge, notamment en Europe, était vraiment titanesque, notamment comparé à aujourd'hui. On y reviendra juste après. Et puis il se trouve, bon, petite photo du pic de Bazès pour illustrer qu'en fait, en Europe, quand on prend le point de vue de l'histoire globale, on se rend compte qu'à ce moment-là, on est quand même hyper en retard. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, en gros, l'Europe, si je simplifie, c'est du caillou avec de la forêt par-dessus. Hein, on a très peu de matières rares, on a très peu de choses, de ressources qui nous permettent d'enclencher un développement, ce qu'on pourrait appeler un développement technique ou technologique de nos jours, de manière conséquente. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a du fer, du caillou et du bois ? On peut faire des caravelles. Et là, on revient sur le schéma que j'ai expliqué précédemment sur l'âge de bronze. On fait face à une limite écologique parce que chez nous, on n'a pas les ressources qu'il faut pour poursuivre notre développement. Et donc, pour éviter de s'effondrer sur nous-mêmes et que une autre civilisation renaisse par-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dézoomer. Et donc, on prend la caravelle, et en dézoomant, on trouve quoi ? L'Amérique. Et là, vous voyez qu'on est passé de la carte de Cassini du Val d'Azun, hop là, tout de suite, on arrive à prendre une ampleur beaucoup plus importante, parce que du point de vue, en tout cas là, des Européens, tout d'un coup, l'Amérique est arrivée comme une apparition au milieu de l'océan Atlantique qu'on croyait vierge. Donc, avec derrière, l'Amérique, donc découverte de l'Amérique par Colomb en 1492. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? On a du sucre, on a des nouvelles ressources, et qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Parce que, évidemment, oula, ouais, c'est bon. On a, je reviens juste en arrière. Ouais. On a du coup, on est arrivé, et qu'est-ce qu'on a apporté avec nous en tant qu'Européens ? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des pathogènes. Parce que nous, on n'a pas eu stérilisation en passant par le détroit de Bering et tout ça. Donc on avait pas mal de pathogènes. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent, où on pense qu'il y a eu en fait 100% des populations indigènes qui ont été massacrées par les colons, en réalité, indirectement c'est vrai en soi, mais les maladies se sont chargées de 80% du massacre des populations locales, et la mort directe, l'attaque et le massacre par les colons, ça n'a été que 20%. Et donc, considérant ça, et qu'on n'avait plus de population indigène, on n'a plus de bras, et on n'a plus personne à mettre dans les champs pour bosser, et donc qu'est-ce qui se passe ? Décidément, c'est le passage à cette slide qui ne marche pas. Hein. Le commerce triangulaire apparaît. Okay, et le commerce triangulaire, il consiste en quoi ? En fait, on amène des trucs qui brillent, en gros, d'Europe vers l'Afrique, où derrière on récupère des esclaves, je vous apprends rien. Les esclaves vont travailler dans les nouvelles terres, les nouvelles colonies, et puis on ramène les nouvelles ressources qu'on a trouvées, donc sucre, café, coton, tabac. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Mais en fait, là, j'ai pris, depuis le début, le point de vue historique d'un Européen, qui a vécu donc l'âge de fer, l'âge de bronze, etc. Sachant que les Asiatiques ont connu à peu près ce même développement avec des nuances, j'y reviendrai juste après. Mais il se trouve qu'en Amérique, les indigènes aussi avaient connu ce schéma-là de développement, limite écologique et soit effondrement, soit dézoom. Et c'est ce qui est arrivé à la civilisation Maya. La civilisation Maya, en gros, elle a occupé la partie sud du Mexique entre 2700 avant Jésus-Christ et là on a des doutes sur la fin des Mayas, mais en gros ce serait entre 800 et 1000, l'an 800 et l'an 1000. Et les Mayas, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont complètement détruit leur environnement. Ils sont arrivés à cette limite écologique où leur développement avait mené
à la destruction d'un grand nombre des ressources à laquelle qu'ils avaient à disposition, notamment le bois, notamment la faune sauvage, etc. Et ils sont arrivés à un point donc où la civilisation maya, justement, s'est éteinte, s'est effondrée pour des raisons écologiques, parce qu'ils n'ont pas pu franchir cette barrière écologique et qu'ils sont tombés, non pas dans le scénario des zooms, mais dans le scénario de l'effondrement. Tout ça pour dire que cet effondrement-là, des civilisations, même indigènes, l'ont connu. Et que cette limite écologique, elle est inhérente à toutes les civilisations, y compris parce que ce commerce triangulaire, en fait, s'il s'est installé entre Europe et Amérique et Afrique, c'est parce que les Asiatiques, de leur côté, ils étaient autosuffisants. Ils avaient appris à vivre en autosuffisance et donc ils s'en fichaient qu'on leur ramène du sucre, du coton, du tabac, enfin n'importe quoi. Eux, ce qui les intéressait principalement, c'était des métaux rares. Bon, des métaux rares, il y en avait un peu en Europe, donc il y a eu aussi du commerce vers les Asiatiques. Mais les Asiatiques avaient aussi connu cette limite écologique, parce qu'en fait, le schéma classique sur les civilisations asiatiques, c'est on se répand, on installe des rizières autour des vallées, puisque voilà, c'est un relief typiquement de là-bas, et comme on modifie les écoulements des fleuves, et bien derrière, plus on modifie, plus on cultive du riz, etc., les rivières vont venir grignoter l'écoulement naturel de l'eau, qui va finir par déborder, il va y avoir des crues, la civilisation s'effondre, et les voisins finissent par nous envahir. Et ça, c'est des cycles qui ont eu lieu pendant très longtemps sur les dynasties asiatiques et notamment chinoises. Donc les Chinois connaissent très bien ça également. Et donc ce que je disais, c'est que comme les Asiatiques notamment, et donc après les terres, les colonies américaines aussi, sont intéressés par avoir des métaux précieux, etc. Donc dans un premier temps, c'était Portugais et Espagnols qui étaient à la tête de cette manœuvre maritime avec leurs caravelles. Et ensuite, les Anglais et les Français, notamment les Anglais spécifiquement, vont avoir l'idée de se dire attends, quand même, là, pour lancer notre hégémonie, il va falloir une stratégie. Et la stratégie, elle est toute trouvée, c'est de se lancer non pas dans les bateaux, mais dans les compagnies, et les armateurs qui vont justement permettre à ces bateaux d'aller voyager à la surface du globe. Et en 1664, la Compagnie des Indes est créée, et c'est pour ça que derrière, les Anglais ont pu avoir autant de colonies. En fait, la stratégie des Anglais, c'était de dire ah non, ils arrivaient avec leur bateau de la Compagnie des Indes, et ils arrivaient sur place, et là ils disaient non, mais votre système de comptabilité, il est pourri là. Nous, on en a un bien meilleur. Donc l'économie, le système économique européen, et donc ils finissaient par l'imposer à toutes les nouvelles populations, et ces nouvelles populations, du coup, l'adopter, et une fois que vous êtes dans le même système économique, les Anglais pouvaient piloter beaucoup plus facilement toutes les opérations locales, et avoir la mainmise sur un peu tout ce qui se faisait à ce niveau-là. Et sauf que quand on revient à la maison, parce que là j'étais parti dans les colonies, quand on revient en Europe, ce qui se passe c'est que il commence à y avoir des grosses pénuries de bois. Et on se dit souvent que ces pénuries de bois-là ont commencé à s'atténuer une fois qu'on a trouvé le charbon et la machine à vapeur pour remplacer ce bois. Et en fait, pas du tout, parce que quand on voit des photos des mines, donc ouverture des premières mines en Europe, on est 1734, notamment pour Monceau-les-Mines. Et en fait, la quantité de bois nécessaire pour créer tous ces tunnels et pour aller exploiter ce charbon, elle est titanesque. Et donc finalement, l'exploitation du bois a encore augmenté à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu la plantation de la forêt des Landes pour justement recourir et subvenir à ce manque de bois. Et là, encore une fois, on est vraiment dans ce schéma-là. On est, limite écologique, il nous faut du bois pour continuer notre développement, aller chercher du charbon. Bon, très bien, il y a un marais dans les Landes, pas de souci, on a de l'espace. On va planter des pins et on pourra utiliser ce bois pour aller creuser des galeries. Donc là, encore une fois, paf, on a dézoomé, enfin en tout cas les forêts d'Angleterre, parce que c'était les plus critiques en termes d'état et d'approvisionnement, ils ont dézoomé, ils ont trouvé, voilà, ils ont dit à Napoléon III, t'as un joli petit territoire là avec des gens qui se baladent sur des échasses là, on aimerait bien planter des pins là-bas pour nos mines. Très bien, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, tout ça nous emmène au XXe siècle, et où au XXe siècle, il y a eu un accélérateur considérable. Vous le savez, le développement technique est considérablement accéléré par les guerres. Et on passe d'une première guerre mondiale où on a commencé la guerre en gros avec la cavalerie, avec les chevaux. C'est vraiment assez saisissant de voir ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Le pétrole commence à faire son apparition. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec des porte-avions et des batailles navales et aériennes. Donc là, on est sur une accélération considérable qui constitue juste un prémisse à la troisième grande période qui va être la grande accélération dont on va parler juste après. Petite transition tourbillon qui nous amène à un bilan de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Alors, le bilan, je voulais un petit peu réitérer comme un leitmotiv tout au long de ce petit parcours des civilisations humaines à la surface de la Terre. On se développe, grosso modo, parce qu'on a les ressources pour le faire, et qu'on a la prévisibilité que nous permet d'avoir la stabilité du climat notamment, et puis les régimes politiques qu'on met en place petit à petit. On arrive à une limite écologique, parce qu'on se développe, et puis on a un territoire bien circonscrit sur lequel on peut s'étaler sans engager trop de ressources et sans aller mordre sur les terres du voisin. Et donc, dans un premier temps, on le fait dans cet espace-là. Mais comme sky is the limit, hein, donc on continue, et on arrive à cette limite écologique. Et là, limite écologique, deux scénarios à ce moment-là. Deux scénarios. Premier scénario, effondrement. Pensez aux Mayas, pensez au cycle des dynasties chinoises, où on n'a pas réussi à surpasser cette limite écologique. Et donc, finalement, comme on n'a pas su remettre en question assez tôt le modèle de développement dans lequel on était, on est arrivé sur cette option-là. Et la deuxième option, quand vous en avez la possibilité, c'est de faire un zoom arrière, un dézoom. Et là, c'est ce qu'ont fait les Européens jusqu'à maintenant, en fait. Les Européens, ils ont toujours fait un dézoom. L'Europe a la particularité d'être très densément peuplée et d'avoir très peu de ressources. Et heureusement, on a pu faire ce dézoom-là, notamment en découvrant l'Amérique, notamment grâce aux moyens de transport qu'on avait, qui était la navigation européenne particulièrement développée. Autrement dit, on est toujours dans la conception du néolithique que je vous ai présenté au départ. Le but absolu, c'est posséder la Terre, parce que c'est ce qui nous apporte la calorie et la stabilité, puis produire avec ces terres, puis accumuler. Okay, et ça, en fait, on le retrouve complètement dans nos modes de vie actuels. Et tout ça, le plus important, c'est que tout ça est fait dans une conception de notre environnement qui est infinie. Et ça n'a pas changé depuis le néolithique. Et autant on pourrait le comprendre au néolithique, quand vous avez votre village au milieu de rien, vous considérez que la Terre est infinie, ça peut être légitime. Aujourd'hui, on sait que la Terre n'est pas infinie, mais le mode de fonctionnement, de manière assez pragmatique, c'est toujours celui-là. C'est si on arrive à une limite écologique, il n'y a pas de souci, on va aller chercher plus loin. Et ça, c'est réifié au plus profond des lois économiques qu'on suit, puisque au fondement de notre système économique, vous avez des théoriciens qui, au XVIIIe siècle, ont mis en place notamment le système de PIB, produit intérieur brut, et cette économie-là, et cette croissance économique, puisque c'est un peu l'indicateur qui nous guide en tant que société et qui en découle, il provient notamment d'un théoricien français qui s'appelle Jean-Baptiste Say, et je vous dis ce que Jean-Baptiste Say a avancé, a déclaré à son époque, qui est « les ressources naturelles sont disponibles en quantité illimitée, elles sont donc gratuites et ne sont pas l'objet des sciences économiques ». Donc en gros, tout notre système économique part du postulat que les ressources naturelles sont disponibles en quantité infinie, et que donc on ne compte pas leur destruction dans les calculs économiques qu'on fait. Et une fois qu'on a ce paradigme-là, et qu'on commence à le répandre sur l'ensemble de la planète, plus rien ne s'oppose à ce qu'on rentre dans la 4e grande période, et je passe la parole à Romain, la grande accélération. Tiens. Vous avez le même rythme. Comme disait Benjamin, effectivement, maintenant on rentre dans cette fameuse période de la grande accélération. Alors, on voit cette première slide qui est assez parlante, puisqu'on voit des exponentielles absolument partout. Et comme vous avez pu le voir avec les dernières civilisations dont nous a parlé Benjamin, même comme ce que disent les boursicoteurs, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça dépend des modèles, ça dépend des systèmes et ça dépend des environnements. Et là, on voit cette exponentielle absolument partout qui est en train de se mettre en place. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a un impact qui est planétaire et qui n'est plus uniquement territorial. Donc, on voit sur les pertes de forêt tropicales, sur la capture de poissons, sur l'ozone stratosphérique, sur même la population. Voilà, donc tous ces indicateurs qui sont la base du coup de cette étude qui parle de la grande accélération. On peut le voir différemment sous un autre graphe qui est plus historique, c'est les deux notions d'empreinte écologique et de biocapacité. Aujourd'hui, on voit qu'on est arrivé à un point un peu de bascule où finalement le déficit écologique est en train de se creuser et on a un impact finalement sur la planète qui est plus important que sa capacité à régénérer les écosystèmes et
tout ce qu'on utilise. Donc finalement, on voit que ce point de rupture, finalement, il est arrivé au milieu des années 70 environ, et c'est quelque chose qui va sans doute nous poser problème dans les années à venir. Il y a une autre slide aussi que je peux vous montrer, c'est celle du fameux jour du dépassement. Vous avez sans doute entendu parler, où en fonction des pays, il est plus ou moins tôt dans l'année, et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Encore une fois, au niveau planétaire, on était encore à peu près bon, en tout cas on respectait les lignes planétaires dans les années 70, et puis là on voit qu'on est en train de creuser. On voit intéressant l'année du Covid qui est en train, voilà, qui est assez révélatrice finalement quand on arrête toute l'économie mondiale, qu'est-ce que ça donne, et on voit ce petit décroché, mais malgré tout on est quand même à une consommation, entre guillemets, consommation d'1,7 planète. En tout cas les ressources, on consomme 1,7 fois les ressources disponibles et les ressources qui peuvent se renouveler par la régénération naturelle des choses. Un autre graphe qui est intéressant pour montrer cette exponentielle et qui, quand même, je trouve assez parlant, c'est une frise historique qui est encore plus grande. C'est là, on revient 800 000 ans en arrière. Je vais utiliser le petit laser, exactement. Donc 800 000 ans en arrière, on voit que l'évolution du climat a toujours eu lieu. D'accord, il y a toujours eu des variations, c'est une chose qui est réelle, mais aujourd'hui, la grosse problématique, c'est pas tant cette évolution, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Et on voit que ce développement-là, en 2023, bon, la courbe n'est presque même plus parlante, puisqu'on voit une verticale qui part en exponentielle et qui explose absolument tout le graphe et tout le défilé, en tout cas, sur les 800 000 dernières années. On arrive à cette slide des fameuses limites planétaires. Donc ça, c'est une étude suédoise qui a mis en évidence ces limites à ne surtout pas dépasser si on veut garder une planète habitable. Aujourd'hui, on voit que c'est assez catastrophique. La 7e a été dépassée en 2025 et on voit encore une fois là de façon concrète, et on a des façons, des modèles aujourd'hui qu'on peut mettre en application de façon scientifique pour justement se rendre compte de ces limites qui sont dépassées, ce que n'ont pas pu faire et n'ont pas pu voir les autres civilisations avant nous. Donc on a ce pouvoir-là de voir ces limites dépassées. Donc là on en voit plusieurs qui sont plus ou moins dépassées, et une chose intéressante aussi sur ce graphe-là, c'est que le changement climatique n'est qu'un des symptômes, n'est qu'une des limites à ne surtout pas dépasser. Donc voilà à peu près le constat. C'est pas forcément très glorieux, mais en tout cas aujourd'hui on a cette faculté de pouvoir dézoomer, contrairement aux autres civilisations. Alors finalement, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais messieurs, dames, vous êtes aujourd'hui, on est dans une civilisation, dans un temps de l'histoire qui est absolument unique, puisqu'on a la capacité non seulement de dézoomer, mais on a aussi cette capacité de détruire notre environnement et de s'en rendre compte. Donc, on va marquer l'histoire, c'est une chose certaine. Maintenant, quelle direction on décide de prendre? Est-ce que c'est la voie de l'effondrement ou est-ce que c'est la voie de la raison et une voie différente? En tout cas, ça, l'avenir sans doute nous le dira, mais le constat, il est là. Il faut en avoir conscience, et pour ça, on va dézoomer encore un peu plus avec cette fameuse définition d'overview effect qu'on vous a promis au début de la conférence. D'un point de vue des astronautes, on parle d'un effet de vue d'ensemble ou de surplomb. C'est un choc cognitif, une prise de conscience dont témoignent certains astronautes lors d'un vol spatial qui se produit lorsque ceux-ci observent la Terre depuis l'espace. Ça, c'est un effet vraiment connu chez les astronautes quand ils arrivent dans cette fameuse station spatiale internationale, et quand ils ne regardent par la fenêtre, ils ont ce choc cognitif. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de le reproduire, si vous êtes d'accord. Donc ce que je vous propose, c'est de vivre cet overview effect. Donc là, on va imaginer qu'on n'est plus dans une salle de cinéma, mais qu'on part dans un vaisseau spatial et qu'on va s'envoler à 1 600 000 km de la Terre environ pour essayer de vivre cet overview effect de manière parfaitement réelle, puisque vous allez voir pendant environ 5 minutes, 4 minutes 30, des images réelles de la Terre qui ont pour but d'essayer de créer chez vous, et chez nous tous en tout cas, cet effet d'overview, cet effet de surplomb, cet effet de prise de conscience, de recul et de dézoom, voilà, pour rejoindre du coup le thème, la thématique de cette conférence, le dézoom ultime finalement que peut faire l'être humain, qui est de partir dans l'espace et de voir finalement cette planète qui est manifestement limitée en surface et donc forcément limitée en ressources. Et donc pour avoir cette prise de conscience et ensuite pouvoir potentiellement passer à l'action de manière différente. On est parti normalement. C'est parti, je passe. Alors c'est parti pour un petit voyage spatial. Et je vous souhaite du coup un bon voyage et un bon overview effect. C'est
images, elles viennent de la sonde Voyager 1. Ce sont des images réelles de la Terre. Vous avez vu, et c'est organisé par l'association, enfin l'organisation One Home. Justement, c'est donné pour mission. D'accord. C'est donné pour mission d'essayer de créer cet overview effect à toute la population mondiale s'ils le peuvent en tout cas, mais l'idée c'est d'essayer d'accrocher les gens par les sentiments et par cette vision qu'on a rarement de la Terre, d'autant plus d'images réelles. Donc c'était à vitesse réelle et ce sont des images réelles de cette fameuse sonde qui permettent dans l'idée de créer cet overview effect. En tout cas voilà, de retrouver un petit peu de beau et de voir finalement la préciosité de notre planète différemment qu'à travers des courbes et des chiffres et des limites planétaires dépassées. Alors, le constat, il est quand même assez un peu glaçant, un peu déprimant, et on a par contre cette chance, contrairement aux Mayas ou à d'autres civilisations, d'avoir conscience de ça. Et là, on vient de le vivre encore un peu plus fort, un peu plus de façon véritable, et donc cette prise de conscience doit nous aider à essayer de faire monde différemment et de créer une société qui puisse respecter les limites planétaires, parce que finalement, on a compris que c'était la seule façon qu'on avait de pouvoir créer une civilisation durable sur cette planète, et de surcroît, peut-être un peu plus heureuse. Alors, comme j'aime bien toujours finir par une touche de positif et de solution, alors là, c'est une carte de la coopérative Oasis qui recense, par exemple, vous pouvez trouver ça facilement en ligne, qui recense toutes les initiatives, tous les écolieux, toutes les initiatives qui essayent, tant bien que mal, autant que possible, d'organiser des modèles de société différents en respectant les limites planétaires. Et donc, c'est super inspirant. Je vous invite à aller voir parce que vous avez vraiment plein de belles choses qui se créent. Et là, vraiment, on voit à travers une carte la marge de notre société qui est en train de bouger. Et c'est comme le nuage des tourneaux. Finalement, ce ne sont pas ceux qui sont au centre qui font dévier le nuage des tourneaux, ce sont bien sûr ceux qui sont à la marge et qui voient justement la périphérie, qui voient l'horizon et qui arrivent à donner une direction au groupe. Et donc là, on voit la marge de la société qui est en train de se créer, qui est en train de construire un monde différent. Et ça, moi, je trouve ça très inspirant. Et de surcroît, en plus, souvent, très souvent, ça permet d'accéder à un peu plus de bonheur aussi au sens large. Donc, je vous invite à vous intéresser en tout cas à ces évolutions. Et un exemple très concret, par exemple, c'est l'éco-hameau du Plessis. Alors, j'aime bien cet exemple, qui est dans le Loiret, à Pongouin exactement, puisque là, c'est un ancien château. Donc, les alternatives, comme parfois j'ai la critique, c'est pas que des gens en Sarouel et avec des dreadlocks. On a parfois voilà, des exemples comme ça qui sont magnifiques. Ils ont 4 hectares de terre qu'on voit un petit peu derrière, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais ça ne saurait tarder. 4 hectares de terre en permaculture, ils sont 28 foyers sur le site, ils rénovent l'intégralité du château. Là, malgré le classement monument historique, ils ont quand même pu mettre quelques panneaux photovoltaïques qui du coup abondent énergétiquement tout l'éco-village, et ils essayent vraiment de créer une société différente, basée sur le respect, l'entraide, la bienveillance et le respect des limites planétaires. Ça, je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a vu, si on ne veut pas terminer comme les Mayas ou comme d'autres empires et d'autres civilisations, c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Et en plus, aujourd'hui, les études montrent que d'avoir un mode de vie différent, de penser différemment et de ne plus penser par le triptyque justement, de production et d'accumulation, ça amène au bonheur. Donc on a vraiment tout à y gagner, à tenter quelque chose de différent. Et une des dernières images que je voudrais vous montrer, c'est aussi parce que vous avez des exemples parfaitement concrets qui se passent dans la vallée. Je ne pouvais pas terminer sans parler de cette équipe-là, du Murmure du Monde. C'est une initiative qui est dans la vallée. Je vous invite à venir voir et à participer si ce n'est pas encore déjà fait. Mais là, ici, il y a même des gens qui sont présents dans la salle qui sont sur cette photo. Et donc, on voit juste un groupe de gens heureux qui essaient de créer un monde différent. Et donc, ça donne ça, en fait, quand on essaie de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment dans la joie. Et donc, les solutions peuvent être trouvées dans la joie, dans le partage et dans la bienveillance. Voilà.